présentation. Donc, comme vous l'avez vu, ce 4e live consacré à la science va aborder la question de la transformation. Nous allons au niveau du plan, très rapidement. Pourquoi transformer? Quand même, hein, même si c'est une question presque rhétorique. Et puis faire un petit point sur le passage de la matière première à un produit transformé. On va prendre un cas d'étude, le pétrole, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qui peut parler à plus de gens. Agent Smith, I see you. Et après, je vais peut-être faire un petit point rapide également sur le lithium, parce que c'est devenu quelque chose de très intéressant avec l'évolution des choses, etc. Chris Samuel, I see you. Et donc, on va parler de ça, et puis à la fin, on va ouvrir le panel pour échanger sur pourquoi l'Afrique ne transforme pas, ou pas assez en tout cas. Et puis voilà, on va échanger et puis peut-être faire un point général, vu que c'est le dernier live sur la science, on peut faire un point général sur la question. Donc, likez les amis, on va pouvoir démarrer. Je vois que vous êtes nombreux, donc ravi de démarrer avec tous ceux qui sont ici présents. Très bien. Alors, pourquoi transformer? On va démarrer très simple. Hein. La transformation, finalement, on le fait à chaque fois qu'on essaye d'apporter un petit peu d'intérêt à tout ce qu'on trouve comme matière première brute. Et donc, c'est quelque chose, c'est une activité qui est courante et qui fait partie de notre vie de manière quotidienne. Parce que même les aliments qu'on mange, quelque part, il y a un travail de transformation pour nous donner de l'énergie. On a fait un live sur l'énergie où j'ai parlé de ça, sur la transformation de l'énergie, etc., etc. Mais dans le cadre plus simple, pour vous donner une idée, je vois de la matière première qui est là, il y a du poisson qui est présent dans l'eau, il y a des légumes qui sont cultivés, il y a du riz, etc., qui sont à disposition, qui sont des matières brutes comme ça. Et on va prendre ça, on va confier alors à notre chef qui est là, alors comment je vais l'appeler? Peut-être il y a du poisson, du riz, des légumes. Allez, tiens, je vais du côté de nos amis sénégalais, on va faire un tiboudienne. Donc, si on veut faire un tiboudienne, il va falloir donc transformer ces aliments bruts en essayant de préparer, de les découper, de les assaisonner, etc., faire cuire tout ça. Donc, par notre chef ici, que je vais appeler, allez, tiens, je vais l'appeler quoi? Matar Diop. Allez, Matar Diop. Donc, notre chef Matar Diop va nous transformer tout ça, et quand il transforme, il apporte de la valeur en plus, parce que pris différemment, pris séparément, le poisson, le riz, le machin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme ça, sauf si on mange du poisson cru comme les Japonais le font, mais même eux, il y a un travail de préparation. Donc, à partir de là, cette transformation se fait, ça nous donne en sortie un très bon plat. Ce plat va être consommé dans un restaurant. Là, j'ai mis un restaurant virtuel, très beau restaurant, en face, par exemple. On est sur la Corniche à Dakar, et puis on regarde comme ça, depuis la plage, on regarde l'île de Gorée en face. Magnifique endroit. Donc, du coup, tout ça, quel intérêt ça? Ça a l'intérêt d'abord, donc évidemment, de créer du travail, de l'activité. Avec cette activité, il y a à la fois la TVA, et puis du coup les gens viennent payer ce produit un peu plus cher, parce qu'il y a l'injection du travail de notre chef et ses équipes, notre chef Matar Diop et ses équipes, etc. Et donc du coup tout ça fait que ça crée de l'activité, et c'est toute cette activité qui est intéressante et qui fait fonctionner les pays. Et donc ça, c'est un exemple très trivial que je prends pour vous introduire la question de la valeur ajoutée, évidemment. Donc c'est tout ça, c'est cette richesse produite par la transformation qui s'appelle vulgairement la valeur ajoutée. Alors j'ai mis une formule pour les comptables, pour les gens qui sont un peu intéressés, mais enfin, l'idée générale, vous voyez, c'est-à-dire c'est la valeur qu'on vient ajouter à la matière première qu'on a eu. Alors, quand on fait la somme de toute cette richesse produite,
finalement, c'est toute cette richesse qui va donner le calcul de PIB, etc. Donc, vous voyez un peu l'histoire. Donc, plus, pour simplifier, je fais ça de manière très simple, bien évidemment. Hein. Bon, plus donc vous transformez, plus vous augmentez le PIB de votre pays. D'où l'intérêt de faire de l'activité, parce que si on se contente juste de prendre de la matière première brute et envoyer, bon, à la limite, on est grossiste en matière première, mais on n'apporte pas beaucoup de richesse. Donc, c'est vraiment ces éléments simples qu'il faut retenir comme base pour notre échange de ce soir qui va se poursuivre là sur le parcours. Le parcours, donc, depuis la matière première, hein, la ressource qu'on a, la matière première, etc., et ben, ça n'apparaît pas comme ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut déjà savoir, bon, bien évidemment, ça existe à l'état de nature comme ça, mais il faut tout un travail théorique de recherche, etc., de découverte, pour comprendre et expérimental, tester pour voir le truc et pour connaître déjà. Donc, il y a un travail d'investigation. Et cet esprit d'investigation, c'est tout l'esprit scientifique qui apporte ça, justement. La curiosité pour aller comprendre les choses, aller creuser et savoir de quoi est faite la chose. Quand on perce ce secret-là, on peut par la suite envisager ou en tout cas comprendre à quoi ça peut servir. Si on comprend la chose, on peut comprendre par la suite à quoi ça peut servir. Donc, c'est cet esprit d'investigation dont on a parlé, cet esprit scientifique de creuser, d'essayer de comprendre le fonctionnement des choses, qu'est-ce qui se cache derrière l'objet qu'on a devant soi, etc. C'est cet esprit qui va permettre justement de faire des découvertes, etc. Et cette découverte, une fois qu'on a ça, ça n'est pas fini, parce que par des jonglages, on va dire, intellectuels, par des spéculations théoriques, etc., on peut identifier des choses, etc. Mais par la suite, il faut aller concrètement sur le terrain pour essayer maintenant d'explorer, pour voir où est-ce qu'on trouve cette chose en quantité, et puis par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on produit quoi avec ce qu'on a trouvé, etc. Et donc, on passe à la case production. Et puis après, quand on produit, il faut pouvoir acheminer, et si c'est un bien, etc. Et donc, comme ça, on fait un circuit avec le truc. Donc, vous voyez bien que dans la phase de découverte, il y a la curiosité, il y a la théorisation, il y a l'expérimentation, il y a tout ça, tout l'esprit scientifique dont on a parlé. Dans la phase exploration, il faut, à partir de ce qu'on a découvert, penser à une opportunité, à quoi ça peut servir. Et puis, il faut développer de la volonté pour que les gens qui aillent explorer sur le terrain, s'engagent là-dedans, etc. Il faut des moyens aussi. Il faut tout un tas de moyens techniques qui permettent d'explorer selon le produit, selon la matière, etc. Il faut tout ça. Et puis, évidemment, quand on passe à la production, là aussi, c'est pareil, on produit parce qu'il y a une opportunité, ça sert à quelque chose. Et donc, il faut des moyens également, il faut du capital également, et il faut par la suite, pour produire et que ça fonctionne bien, là, il faut tout le travail de management, de gestion, etc. Donc, vous voyez que ça implique là tout de suite de la science, de l'économie, du management, et c'est tout un tas de choses qu'il faut développer, des compétences qu'il faut développer. Et après, on passe par la suite au niveau de la distribution, et il faut de l'infrastructure parce que effectivement, on ne peut pas. Désolé, j'ai fait une petite coquille sur infrastructure, j'ai oublié le A. Mais donc du coup, il faut bien qu'il y ait un certain nombre d'infrastructures, ne serait-ce que des routes pour acheminer des choses, il faut des voies de communication, etc. Donc vous voyez le type de parcours qu'il y a. Et donc c'est ça qui fait qu'on passe de matière première jusqu'à un produit fini qui est distribué, etc. Bon. J'avance rapidement. Je vous donne là globalement le cadre dans lequel il faut penser toute cette activité entre guillemets. Et puis là, on parle maintenant à partir du moment où on a quelque chose à exploiter. Hein, en tout cas, on a un gisement, on a quelque chose. Ou bien même de manière générale, même si on est une start-up, hein, là c'est un cadre on va dire presque un outil hein, de pensée pour le management, entre guillemets. Vous avez une ressource, vous avez une petite start-up ou peu importe, il y a du travail à faire. Il ne s'agit pas juste de se contenter de
de rester à un stade de stagnation, mais il faut faire des activités. Alors, si on commence à exploiter et qu'on exploite simplement dans l'axe Y là, qui monte, vertical, si on ne fait qu'exploiter, au bout d'un moment donné, on arrivera au bout de la capacité ou la possibilité d'exploitation, et puis après, c'est fini. De l'autre côté, si on passe son temps à faire de l'exploration, on va chercher on continue à chercher des sources, etc. Mais si à un moment donné, on n'arrive pas à transformer, à produire pour rentabiliser la chose, finalement, là aussi, c'est pas viable commercialement et c'est pas viable par rapport à tout l'investissement qu'on fait pour essayer d'exploiter d'explorer quelque chose. Donc, on explore, on injecte de la technologie, de l'argent dedans, mais si on ne transforme pas par la suite, si on ne produit pas la chose, on n'extrait pas, etc., et finalement, c'est pas viable. Donc, la seule position qui est viable, c'est qu'à partir du moment où on a une source à exploiter, pendant qu'on exploite dans un premier temps, il faut aussi, de l'autre côté, continuer à explorer sinon d'autres sources ou sinon, avec les recettes, commencer à développer également d'autres explorations qui vont nous donner d'autres sources. Et donc, il y a tout un travail de recherche-développement, il y a tout un travail de développer des outils, etc. Et il ne s'agit pas juste de prendre la recette, tout bouffer, et puis basta, comme on peut observer souvent parfois dans certaines conditions. Et donc ça, c'est un travail qui demande, à partir du moment où on a une ressource, ça demande déjà de mettre en place des écoles, mettre en place des organisations pour commencer à faire des études, pour petit à petit prendre de l'autonomie dans à la fois la prospection des futurs peut-être gisements ou autre chose, et puis peut-être des nouvelles sources d'énergie, etc. Peu importe que ce soit une société, vous faites de la R&D, recherche et développement, c'est toujours une espèce d'exploration. Si c'est une mine, vous avez une mine, mais après, il faut, avec les recettes, réserver une petite partie pour essayer de faire des nouveaux travaux d'exploration, etc. Donc, voilà l'idée. Donc, quand on fait ces deux, là, on aura une croissance soutenable, une exploitation qui est fonctionnelle et qui peut durer dans le temps parce qu'on va trouver d'autres éléments, etc. Donc, c'est un cadre simplement logique qui vous permet de penser, que ce soit votre start-up ou, dans notre cas ici, le cadre d'une matière première, etc. Bon. J'avance pour qu'on aille assez vite pour qu'on puisse échanger par la suite. Donc, prenons le cas du pétrole pour faire un cas un peu concret, un peu plus concret pour que les gens voient simplement. Je ne vous rappelle pas l'étymologie. Pétrole, ça vient de Petra Elion, en grec, qui veut dire littéralement Petra, c'est roche. Ceux qui connaissent la ville de Petra en Jordanie, on l'appelle Petra simplement parce que en fait, c'est des bâtiments qui sont creusés dans le rocher. Donc, Petra et Elion, c'est l'huile, c'est qui va donner chez les latins Petra oleum, et puis par la suite le pétrole, etc. Donc, le pétrole est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. En Chine, depuis moins 400, il y a des pétroles, parce que le pétrole, parfois, comme ce sont des organismes vivants qui ont été ensevelis sous les strates géologiques, etc., et qui pourrissent, etc., par la pression, il y a des éléments les plus qui veulent remonter à la surface, les éléments les plus légers qui essayent de remonter par la surface. Donc, quand il y a des craquelures, etc., ça peut remonter. Et donc, depuis très longtemps, chez les anciens Chinois, les Grecs et les Romains, on savait déjà l'existence du pétrole. Simplement, on l'utilisait pas pour les mêmes usages qu'on a aujourd'hui, mais on a connaissance de ça. Parfois, on l'utilisait, la partie un peu visqueuse, on l'utilisait pour enrouler, vous savez, les torches, un peu à l'ancienne, là, les torches pour s'éclairer la nuit, etc. Et donc, le pétrole est connu de très longue date, on va dire, mais quand on va vraiment commencer à théoriser le pétrole en tant que tel, il faut attendre l'allemand, le minéralogiste, allemand, je bug là entre l'anglais et le français, etc.,
Il faut attendre George Bauer, 1494 à 1555, qui va écrire vraiment en des termes théoriques dans son opus de Natura Fossilum, donc de la nature des fossiles, un titre en latin. À l'époque, tout le monde écrivait en latin, en tout cas les ouvrages scientifiques. Bon. Et donc, du coup, c'est à partir de là qu'on va poser le terme pétrole. Et puis après, vous connaissez par la suite les évolutions avec les premières exploitations commencées d'abord dans la zone de Bakou, etc. Et puis par la suite aux États-Unis, évidemment, qui va venir remplacer petit à petit l'huile de baleine qui servait justement à éclairer, etc. Donc, voilà un peu très rapidement au niveau de la découverte et puis de l'évolution un peu historique. Par la suite, quand on découvre, il y a tout ce travail théorique dont je parlais, donc qui permet de découvrir le pétrole, etc. Mais parce que bien en amont, il y a d'autres travaux, etc., qui ont précédé, les travaux de chimie, de minéralogie, etc., qui petit à petit permet aux gens d'avoir cette approche-là. Donc ça, c'est tout le travail théorique pour la découverte déjà de la matière première pour la comprendre. Pardon. Et puis après, il faut passer à la phase exploration. Donc, dans l'exploration, il faut développer tout un tas de techniques et là, ça implique, une fois de plus, des études de structures géologiques. Peut-être que tout à l'heure, Afrophilo va venir, il va vous en dire un mot, lui qui est de formation géologue. Il y a des études géologiques à faire, il faut faire de l'imagerie par la sismique, etc. Donc, il y a tout un tas d'études où on envoie des ondes, etc. Et par la résonance, etc., on peut arriver à identifier les choses. Donc, vous voyez qu'il y a tout un corpus technique et technologique et des outils qui permettent d'explorer tout ça. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un discours simple en disant on a de la matière première et ça suffit. Non, cette matière première, il y a tout un travail théorique de découverte, de compréhension de la nature même des molécules, etc., qui doit être faite. Par la suite, on passe à un développement des techniques. Donc, vous voyez quand même que ça embarque déjà tout un tas de gens. Il y a des minéralogistes, il y a des géologues, il y a tout un tas de travail, et de mécaniciens même, parce qu'il faut des engins spécifiques, etc. Vous voyez donc, il y a des mécaniciens de matériaux, parce que quand on va percer dans les roches profondes, etc., il y a des outils spéciaux, il y a des forages, etc. Il y a tout un tas de travail. Donc, vous voyez le nombre de compétences que des choses comme ça impliquent quand il s'agit de les faire de manière autonome, c'est très important. Et donc, par la suite, il faut produire. Alors, pour la production, vous pouvez avoir des plateformes offshore. Là, j'ai mis une plateforme offshore, mais j'ai mis le forage plutôt sur du sol. Là, c'est le forage plutôt sur du sol. Donc, il faut faire des forages à 2000, à 4000 mètres, etc. Après, derrière, il faut faire le raffinage pour par la suite distribuer dans les stations à essence. Et donc, tout ça, quand on va à la station, on prend son litre d'essence à, je sais pas, 1 euro, je sais pas quoi, machin. On ignore tout le travail qui a été fait avant, le travail théorique, d'exploration, d'extraction, de raffinage, etc., pour arriver au pétrole. Donc, vous voyez tout ça, en omettant, quand je décris tout ça, je parle juste de l'intervention de l'homme, mais je ne parle même pas du travail de la nature qui a pris des millions d'années pour capter tous les organismes vivants, donc du végétal, quelques crustacés en mer, etc., qui sont morts, qui sont ensevelis sous les strates de terre, qui vont pendant longtemps avoir cette cuisine cuit comme ça, à l'étouffer dans les roches, et puis par la suite va se transformer au fur et à mesure, créer son espace un petit peu où ça va venir s'accumuler pour créer un puits de pétrole. C'est ça l'idée de puits de pétrole, etc. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des processus qui sont évidemment très, très complexes. Donc, c'est de la cuisine de très longue durée, bien plus long que notre exemple avec notre thibaudienne de tout à l'heure. Vous voyez donc tout ça permet à la fin d'avoir le produit que vous avez au niveau des stations d'essence.
Donc, si on avance rapidement, je vais circuler très vite, comme ça, rapidement, pour vous donner quelques idées. Alors, grosso modo, on va parler, quand on a affaire à du gaz ou du pétrole et tout ça, on parle des hydrocarbures, parce que simplement, c'est composé de beaucoup d'atomes de carbone et puis d'hydrogène. Et donc, c'est ça qui crée des chaînes d'hydrocarbures. Et donc, du coup, ça sert d'énergie. Donc, dans le langage courant, c'est passé dans le langage courant. Par exemple, on dit ça carbure, je n'ai plus de carburant. Donc là, tout ça, le radical, c'est carbone. On parle de carbone ici. Voilà. Et donc, ceux qui ont fait un peu de chimie organique savent que le carbone est très présent dans la nature et ça participe souvent dans tout ce qui est des organismes vivants de manière générale, même si ce n'est pas que ça, parce que même aujourd'hui, avec l'avancée de la chimie, on comprend que même les organismes qui sont du côté des minéraux participent également aux vivants. Mais très longtemps, on a découpé la chimie de manière classique avec ce qui a à voir avec le vivant, avec tout ce qui est organisme vivant, machin, avec la présence du carbone, et puis de l'autre côté, tout ce qui est minéraux, etc. Mais bon, ça, c'est un peu caduque aujourd'hui. Il y a des ponts, il y a des minéraux qui participent également, en tout cas, à la constitution du vivant, de manière générale, hein, pour les biologistes comprendre ce que je veux dire là. Bon, dans les hydrocarbures, on peut parler des hydrocarbures, c'est un peu technique, mais je fais rapidement pour vous donner juste quelques éléments. On peut parler des alcanes linéaires ou ramifiées, etc. En gros, c'est juste des chaînes avec des carbones et puis avec des atomes des molécules, hein, des molécules avec carbone, et puis autour, il y a de l'hydrogène. Donc, avec souvent des formules CN, H, 2N plus 2, souvent, c'est ce qui va vous donner tout ce que vous avez là, tout ce que vous avez, la liste des alcanes que vous avez ici. Le méthane, souvent, vous entendez parler de méthane quand les vaches broutent de l'herbe et après, ils font du gaz. Voilà, ils relâchent du méthane. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Si vous voulez, c'est simplement que le méthane ici, le temps de cuisson a été très court, donc ça donne du méthane parce que l'herbe, qui est de la même manière, qui est une matière organique également, comme ce qui produit du pétrole, simplement dans le cadre du pétrole, ça a été, comment dire, cuit très longtemps sous terre. Or, quand les vaches bouffent de l'herbe, bah, ça fermente un petit peu dans le ventre et puis très rapidement, et après ils produisent du gaz, ils produisent du méthane, etc. Bon, après, vous voyez là, c'est juste les différentes listes, hein, mais le gaz que vous utilisez, souvent les gens qui utilisent du gaz chez eux, etc., surtout en Afrique, on vend des gaz dans des bouteilles comme ça, bah, ça c'est du butane. Butane, c'est du C4H10, donc là, vous avez le N qui est égal à 4, et puis ben, quand vous faites 2N plus 2, ben, vous avez 2 fois 4, 8, plus 2, on est à 10, etc. Donc là, c'est simplement, vous voyez ici par ordre, et plus on va aller vers la gauche ou la droite, selon là où vous êtes, plus le nombre de carbone augmente, plus on est sur une molécule qui est lourde, hein. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que tout ce qui est méthane, éthane, butane, propane, tout ça sont des gaz. Et puis, plus on va descendre, plus on va avoir des aspects beaucoup plus visqueux. On va passer par du liquide tel que l'essence, etc. L'essence qui est globalement plutôt un mélange, on va dire, d'heptane, et puis le gasoil qui va être un peu plus lourd encore. Et ça, on verra ici, voilà. L'essence, c'est essentiellement un mélange d'heptane avec donc un nombre de carbone à 7 dans les molécules, avec quelques mélanges d'autres hydrocarbures légers pour donner de l'essence. Et puis le cétane, c'est pour le gasoil. Et c'est pour ça que le gasoil est un peu plus lourd, parce qu'on a plus de carbone là-dedans dans la chaîne de carbone. Donc, je passe très vite parce que tout ça est théorique, mais je veux qu'on ait ces quelques éléments rapidement pour comprendre de quoi on parle et tout le travail théorique qui a produit ça. Et donc, quand on fait tout ça, on découvre machin, etc. Aujourd'hui, si on regarde les grands, on va dire, producteurs de pétrole, voilà la liste qu'on a. Pendant longtemps, ça a été l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique a été le premier à commencer à exploiter le pétrole.
au niveau de Kazakhstan, Bakou, etc., dans ces zones-là. Et puis les États-Unis aussi, très vite derrière, vont également se lancer dans cette course-là. Les producteurs, par la suite, vous connaissez hein, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Venezuela, l'Irak, Koweït, le Nigeria. Et puis après, vous avez la liste ici. Donc, pour montrer qu'après tout, il faut faire attention quand les gens parlent pétrole, matières premières, etc., etc. Il faut faire attention. Les grands producteurs aujourd'hui, ce n'est pas non plus l'Afrique. Hein. L'Afrique a des bonnes productions au Nigeria, au Congo, en Angola, bien évidemment, etc. Mais ce n'est pas non plus les plus gros producteurs de pétrole. Et donc ici, j'aimerais rapidement montrer quelque chose parce que là, on va aborder maintenant notre question de transformation petit à petit. Parce que ces informations, c'est banal, vous connaissez, etc. Il n'y a pas de problème. Et puis bon, là, vous regardez deux cartes. Une carte pour les exportations, donc les produits les plus importants importés par pays, pour être plus précis. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Algérie, bien évidemment, c'est les hydrocarbures. L'Algérie, c'est des grandes réserves de gaz, de pétrole, etc. On a la Libye, évidemment, grand exportateur également, là aussi, de pétrole, de gaz. L'Égypte, on a le Soudan, bien évidemment, le Soudan du Sud, avec les puits qui sont au niveau d'Abbaye, là, entre la frontière entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, qui a tant causé de malheur, d'ailleurs, au Soudan. Le Nigeria, bien évidemment, le Cameroun, le Tchad, depuis 2003, le Tchad a commencé à exploiter ses puits de Doba au sud du Tchad et également un peu plus au centre, proche du lac Tchad, un autre puits en exploitation par les Chinois, etc. Et puis, nous avons bien évidemment les classiques, le Congo, le Gabon, l'Angola. Donc, tous ces pays exportent du pétrole, mais ils exportent bien évidemment souvent brut, en grande quantité brute. Peut-être le Nigeria raffine un tout petit peu, mais souvent, c'est des exportations brutes de pétrole. Et puis, par la suite, donc c'est là l'ironie, c'est qu'ils importent, parce que quand on regarde finalement, ces mêmes pays, en importation, les importations les plus importantes, on voit que l'Algérie se retrouve à importer des hydrocarbures, la Libye également, le Nigeria également, et donc le Tchad a échappé un peu, mais ça ne veut pas dire que le Tchad n'importe pas. Le Tchad importe simplement. Les importations plutôt de tout ce qui est médicaments, etc., est plus important au Tchad que l'importation du pétrole, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'importent pas, vous voyez. Donc, tous les pays en noir que vous voyez ici importent du pétrole. Alors, ceux qui n'ont pas de pétrole, c'est excusable, c'est compréhensible, etc. Mais ceux qui ont du pétrole, qui ont exporté tout en crude oil, comme on dit, en brut, pour derrière importer de raffiner, c'est là tout le drame, c'est là tout le problème. Parce que, évidemment, en faisant ça, on a donc toute la chaîne de valeur qui échappe à ces pays-là et qui fait que du coup, on ne peut pas développer tout un tas de choses qu'on va aborder par la suite. J'avance toujours très rapidement pour qu'on puisse aller très rapidement vers la fin. Et donc, pourquoi transformer, pourquoi faire le raffinage du pétrole? Le principe est simple, hein, le principe de raffinage de pétrole de manière comme ça, il suffit de faire cuire, puisque le gaz, le pétrole, quand on l'extrait, on fait de l'extraction, ça vient avec un peu de sulfate, un peu d'azote, etc. Il y a quelques mélanges. Il y a de l'eau dedans aussi, puisqu'on est dans des nappes aussi. Donc, quand on creuse dans les roches, il y a aussi des nappes phréatiques, il y a d'autres nappes, etc. Et tout ça. Donc, il y a de l'eau, il y a un mélange. Donc, c'est pas tout propre comme ça sort pas tout nickel. Et donc, après, il faut le travailler, bien évidemment. Et donc, on va séparer l'eau dans une première opération. On va séparer l'eau de ce qui est vraiment hydrocarbure. Et dans cet hydrocarbure, on va continuer à séparer les éléments pour amener à un niveau où c'est déjà que du pétrole brut, donc des chaînes de carbone et d'hydrogène, etc. Et puis, quand on a ça,
il va falloir faire cuire maintenant. On fait cuire à différentes températures. Alors là, je vais être très basique. C'est comme quand vous faites cuire dans votre cuisine. Hein. Quand vous faites cuire quelque chose, bah, bien évidemment, avec l'évaporation, tout ce qui est léger, les molécules qui sont un peu plus... tout ce qui est un peu plus léger va monter en surface, etc. Et donc, ce qui est un peu plus solide va rester au fond. Et bah, c'est la même chose, c'est le même mécanisme avec le pétrole. On va faire brûler à différentes températures dans cette colonne qui est segmentée à différentes températures. Et donc, du coup, tout ce qui est léger va monter de plus en plus en hauteur et toute la partie lourde va rester au fond. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir en sortie, quand on regarde, quand on est autour de quelques vingtaines de degrés, on va avoir tout en haut du gaz. Et le gaz, là, ça va être essentiellement tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le butane qui vous sert à cuire vos aliments à la maison, etc. Par la suite va venir l'essence, parce que l'essence, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus léger. Derrière l'essence, il y a le naphtha. Le naphtha, c'est tout ce qui va servir à faire tout ce qu'on modèle en plastique. Ça peut être aussi bien des plats en plastique, ça peut être une chaise en plastique, ça peut être des bouteilles en plastique, voilà, des récipients en plastique, enfin tout ça, vos brosses à dents, si vous voulez, hein, tous ces éléments qui vous permettent de faire rapidement comme ça des produits légers en plastique. Et puis après, on a la partie kérosène qui va venir pour les avions. Après, on a le gasoil un peu plus lourd pour d'autres véhicules à moteur diesel, évidemment. Après, on a d'autres encore du fuel un peu plus lourd qui va servir dans les bateaux, dans d'autres types de moteurs, etc. On a même de la graisse que vous mettez dans vos pièces mécaniques pour pas que ça grince, etc. Tout ça, c'est de la graisse d'hydrocarbures, du pétrole. Et puis, le plus lourd tout en bas, ça va nous donner le bitume. Hein. Donc, vous voyez, c'est simplement une cuisine que tout le monde sait faire hein, intuitivement comme ça, mais après, dans une construction réelle, bien évidemment, il faut les rigueurs techniques qui vont avec, les mesures précises, la construction et tout ça. Donc, tout ça demande un vrai savoir-faire qui est cultivé sur des décennies et des décennies, voilà, pour être efficace. Et puis, donc, du coup, le raffinage va vous permettre de faire tout ça, mais si on prend les produits dérivés possibles à partir du pétrole, on peut aller à peu près de 144 jusqu'à 6000 produits dérivés possibles. Alors, j'ai mis un petit échantillon ici pour vous montrer. Ça entre dans la fabrication d'à peu près tout. Les rouges à lèvres pour que les femmes puissent se faire jolies, belles, les vernis à ongles pour que les femmes fassent, là aussi, s'apprêtent, des sacs plastiques, vos valises en produits dérivés de pétrole, vos frigos, la carrosse des frigos, le pétrole peut entrer dans la fabrication de ça, ou même l'intérieur du frigo, les pneus, si vous n'avez pas raffiné sur place, vous vous retrouverez donc à importer tout ce tas de choses, jusqu'à 6000 items possibles, articles possibles, et qui peuvent être fabriqués à base de dérivés. Même les médicaments contiennent des dérivés de pétrole là-dedans, parce que simplement le carbone intervient dans tout. Le carbone dans la nature est très abondant et en plus à la particularité de créer des bonnes liaisons avec d'autres atomes pour constituer des molécules. C'est ça qui fait que le carbone est fondamental et c'est pour ça qu'on le retrouve un peu partout. Hein. Donc, carbone qui lui aussi vient de charbon, etc. Et donc, du coup, le charbon aussi est également une énergie fossile comme le pétrole et le gaz. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour dire que l'impératif de transformer commence à partir de là. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, à partir juste du travail de raffinage du pétrole, on peut en déboucher, avoir toutes ces industries qui peuvent se développer autour, et ben, on commence à comprendre l'intérêt donc de transformer les choses. Hein.
Continuons. Donc, on a récemment eu l'Union africaine qui a envoyé le président sénégalais pour supplier la Russie de libérer les stocks de denrées alimentaires, etc., le blé ukrainien et russe. Et bien là, c'est pareil parce qu'avec un système de raffinage sur place et efficace, ça nous permet de faire quoi? On n'arrête pas d'en parler. On a parlé pendant longtemps ici de mécaniser l'agriculture pour produire en grande quantité parce que d'ici à 2050, l'Afrique va doubler de population, on va être à 2,5 milliards et donc du coup, il faut faire quelque chose rapidement. Et la production de masse d'agriculture ne peut pas se faire si on ne raffine pas sur place le pétrole, parce que si on se retrouve à importer le pétrole de l'extérieur pour s'amuser à faire de l'agriculture, on va se retrouver avec, comme c'est importé, ça va coûter cher déjà, l'essence, le pétrole, etc., le gazole, et on va se retrouver en plus derrière à acheter des engrais, alors que les engrais, une fois de plus, il y a 3 types d'engrais généralement qui se développent, c'est les engrais azotés, et qui sont les plus répandus. Et les engrais azotés, on l'obtient directement avec un mélange avec l'hydrogène qui vient du gaz, justement parce que on peut facilement sur les chaînes de gaz, comme on a un peu de carbone et quelques hydrogènes autour. Je vous ai pris le cas par exemple du méthane qui est le CH4 ou d'autres. Vous voyez bien qu'on peut casser ces liaisons et récupérer de l'hydrogène et on fait un mélange, on fait sa cuisine et derrière on obtient de l'engrais azoté. Hein. Et donc du coup, ça nous permet, donc le raffinage permet de produire les engrais, mais également ça nous donne de l'essence ou du gazole pour mettre également dans les machines, parce qu'on ne peut pas continuer à faire de l'agriculture à la houe quand on a 2,5 milliards de personnes qui vont être là d'ici 2050. C'est pas possible, c'est pas tenable. Il y aura des crises de faim de partout, des machins, etc. Et puis, Boko Haram ne fera qu'augmenter parce que les gens seront désœuvrés, etc., etc. Donc, vous voyez les drames que ça peut causer. Donc, l'urgence, elle est là. L'impératif de, donc, du coup, raffiner sur place pour pouvoir, par la suite, avec les produits dérivés, très rapidement, mécaniser l'agriculture. Et donc, il y aura augmentation de production, très naturellement, des denrées, et moins de voyages en Russie. Voilà. Voilà, c'est ça le truc. Hein. C'est pas... voilà, c'est tout. Si vous voulez pas être obligé d'aller vous incliner devant le tsar Poutine qui va libérer la manne pour que les enfants, pas d'Israël, mais les enfants d'Égypte puissent manger à leur faim, il faut ça. Il faut mécaniser, il faut faire quelque chose. Donc, augmentation de la production agricole, etc. Quelques chiffres rapidement. Un hectare, un champ, un bout de terre qui ne bénéficie pas des engrais, et un autre qui bénéficie des engrais, celui qui bénéficie des engrais produit de 30 à 50 fois plus. Hein. Voilà, c'est ça la différence, une augmentation de 30 à 50 de la production. C'est ça la différence. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser à continuer à jouer à la petite agriculture, etc. Machin et tout. Voilà. Donc, désolé pour les gens qui ont des sensibilités écolo, machin, bio, je sais pas quoi, machin, mais dans un premier temps, il faut régler d'abord le gros problème, ou sinon il faut passer du côté de Malthus. À ce moment-là, vous continuez à faire votre bio, machin, etc., tranquille. Ça peut être une production à petite échelle dans un premier temps, mais là, pour l'urgence et le nombre de personnes qui va doubler, il faut faire plus que ça, et donc il faut passer à des méthodes de cette manière-là. Hein. Et si vous persistez avec votre bio, je vous demande d'aller voir les enfants malgaches qui, la saison dernière ou un petit peu avant, ont connu des famines terribles. Et là, vous leur expliquez le bio, ou bien vous allez voir dans certaines parties au nord du Niger ou du Burkina Faso ou au Soudan du Sud, expliquer l'écolo, le bio, le machin, etc. Et puis la production à petite échelle, machin, etc. Ça, on verra après. Quand les gens sortiront des grosses famines, quand on réglera ces problèmes, ces maladies, on va dire, du sous-développement, on verra ces aspects-là. Voilà. Donc,
Ça, c'est un exemple très concret pour vous montrer l'intérêt de transformer sur place. Donc, rien que le raffinage donne la possibilité de totalement changer un certain nombre de choses. Et donc, qui dit des enfants bien nourris parce qu'une bonne agriculture, c'est des enfants qui se développent bien. Et donc, c'est aussi, on l'oublie souvent de le dire, c'est aussi des enfants qui sont beaucoup plus performants parce que finalement, même le cerveau, ça se nourrit. Et un cerveau qui a bénéficié d'une bonne nourriture se développe correctement et donc produit aussi par la suite à des fortes probabilités de produire des génies. Hein. Et oui. Et donc, ça vient alimenter par la suite vos découvertes, vos prospections, machin, etc. par la suite. Hein. Parce que si vous laissez des enfants crever de la dalle, ils grandissent déshydratés, ils ont des problèmes, machin, il ne faut pas oublier, l'impact n'est pas que sur le physique, que sur le ventre, que sur je ne sais pas quoi. Non, l'impact est également sur le cerveau. Ça atteint le cerveau aussi. Et oui. Donc, il faut prendre les choses dans leur ensemble. Le cerveau est très gourmand en acides aminés, en beaucoup de machins, etc. Donc, il faut également avoir une bonne alimentation pour alimenter le cerveau, etc. Donc, ça dépend même de l'essor, entre guillemets, ou de la performance, de l'excellence intellectuelle de l'Afrique. Ça dépend même de ça. Un autre exemple, pour toujours continuer, vous retrouvez, donc, quand vous faites votre cuisine, vous retrouvez dans le fond de la marmite, donc, votre bitume, qui est le plus lourd. Hein. Donc, ça, c'est les gros morceaux de viande qui sont restés au fond de la marmite, de la sauce. Et ben, ça c'est ça le bitume, c'est ça le goudron, comme on le dit de manière populaire en Afrique, c'est ça le goudron. Et avec ce goudron-là, l'asphalte, vous pouvez donc avoir des routes qui coûtent moins cher. Vous n'avez plus les problèmes des routes que, comme vous importez tout, vous donnez le contrat à une grande firme occidentale ou chinoise qui vient pour construire les routes. Alors, au passage, bon, tous ceux qui ont travaillé sur le dossier ont pris leur petit... voilà, mais derrière, il faut... derrière, si vous transformez les choses sur place, vous récupérez votre bitume et ça vous permet là, de manière très simple, de commencer à faire des routes. Et faire des routes, c'est quoi? Faire des routes, c'est développer également des ingénieurs et des écoles de génie civil de plus en plus. Donc, vous commencez à développer des compétences et vous devenez autonome en cela. Mais de l'autre côté, les routes vont permettre la circulation des marchandises et des grosses productions agricoles que vous allez faire avec votre agriculture mécanisée dont on a parlé juste là. Hein? Donc, vous voyez que les choses commencent à s'imbriquer. Et là, on prend juste le cas du pétrole, on commence à aborder son raffinage et on voit les opportunités que ça ouvre derrière, les possibilités que ça ouvre derrière, les portes que ça ouvre derrière. Et donc, vous voyez comment les choses commencent à s'imbriquer. On commence à raffiner, on développe un certain nombre de produits qu'on obtient assez facilement, on met les machines sur les champs pour commencer à nous cultiver, on nourrit la population, on transporte les excédents, on transporte ce qui est pour le commerce pour aller donc du coup diffuser dans tous les endroits, dans tous les recoins du territoire. Donc, qui dit possibilité de dispatcher facilement de la nourriture, dit on règle le problème de la faim, hein, et puis par la suite, on fait évoluer le commerce, puisque n'importe qui ayant des routes qui ont bénéficié de l'asphalte, du pétrole, n'importe qui peut très rapidement, très librement rouler. Donc, le rêve de la ZLECAf, etc., se trouve dans ça, dans le raffinage du pétrole. Ce n'est pas juste aller se rencontrer, mettre des costumes et signer administrativement le truc sur le papier. Non, c'est la réalisation de ce rêve se trouve là. Hein. Les routes, l'asphalte, produit, raffiné, avoir moins cher parce que raffiner sur place et commencer à construire des routes, développement du commerce, développement de la communication de manière générale, du tourisme aussi de manière générale, parce que là aussi, les gens voyagent très peu. Les gens voyagent très peu. Combien de gens, parfois, on croise, à la limite, les Africains rencontrent plus d'Africains quand ils viennent à Paris, hein, ils rencontrent plus d'Africains des autres pays quand ils viennent dans des grandes villes comme Paris, plutôt que dans leur propre pays, parce qu'il y a moins de circulation. Il y a moins de circulation. Voyez. Donc,
Euh, tout ça pour dire que je prends ce cas de pétrole parce que c'est un cas que tout le monde connaît assez facilement et qu'on peut très rapidement donner des exemples comme ça. Hein. Mais on peut passer également au cas de lithium, par exemple, parce que lithium, tout le monde en parle de nos jours, parce que c'est toujours pareil. N'importe qui qu'on croise maintenant répète comme ça, comme une récitation, le Congo, lithium, cobalt, machin, et puis le discours, le refrain, si c'est pas à cause du Congo, machin, etc., pour le cobalt, machin, etc., vos téléphones, vos machins, etc., et puis pour le lithium, ah bah le Congo, pour le lithium, on a besoin de ça pour les batteries, machin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Simplement, là aussi, je rappelle tout le travail théorique qui a été fait. Hein. Il faut remonter dans les années 1745 pour que l'Italien Alessandro Volta, qui a laissé son nom pour l'unité de volt, hein, pour la mesure de tension, etc., ou bien même quelque part les photovoltaïques, hein, c'est toujours le nom Volta qui est célébré ici, il a fallu que Volta invente sa première pile et donc donner la notion déjà de différence de potentiel qui va donner la tension, etc. Donc, il a fallu qu'il invente cette pile-là. Donc, il y a tout un travail. Il y a entre, comment dire, c'est suite d'ailleurs à une querelle entre lui et son collaborateur ou l'autre savant, la Calvini, avec qui ils échangent, Galvini ou Galvani, avec qui ils échangent, c'est là où il va avoir l'idée de constituer sa pile. En fait, il constitue sa pile pour démontrer qu'il y a des nerfs dans les êtres animaux, parce que c'était la grande question à l'époque, c'était plutôt la question de du fonctionnement du système nerveux, etc. Parce qu'il faisait beaucoup de il disséquait les animaux et donc il voulait comprendre ça. Et c'est comme ça, dans ce cadre-là, qu'il va créer sa pile pour un besoin de démonstration. Donc, il faut comprendre tout le travail théorique qui a été fait. Par la suite, il va falloir attendre que le savant suédois Arf Wesson va découvrir le lithium en tant qu'élément. Hein. Et donc, c'est tout ce travail-là qui produit ça. Et puis, il y a Mendeleïev qui est passé pour le classement, machin, vous connaissez l'histoire, etc. Et donc, à partir de là, quand on commence, bah, c'est pareil, il faut faire des forages. Alors là, c'est une petite coquille de ma part parce que j'ai laissé le forage pétrolier. Mais là, il faut construire également des machines pour aller creuser. Il faut des pelleteuses, il faut tout le capital, etc. pour pouvoir extraire alors, au passage, hein, l'étymologie lithium vient de lithos en grec qui veut dire la pierre, hein, lithos. Et parce que c'est découvert dans le minéral. Hein, et donc, comment dire, c'est pour ça qu'il y a le lithium. Bon, après, passons à la comment dire, à la distribution, la fabrication et distribution. Aujourd'hui, les grands producteurs de batteries, etc., c'est d'abord la Chine, hein, essentiellement la Chine. La Chine a une grande performance dans toutes les productions, que ce soit de voitures électriques, etc., de bus électriques. J'en sais quelque chose puisque je travaille dans le domaine de ces engins-là. Sur la mobilité, etc. Et les Chinois sont de loin les grands producteurs de bus électriques, par exemple. Ils sont très forts là-dedans parce qu'ils maîtrisent toute la technologie des batteries électriques, etc. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait tout ce travail, toute cette chaîne pour qu'à la fin, les gens vont prendre des photos Tesla, machin, vont aller poster sur Instagram, se mettre devant la voiture des autres et puis se prendre en photo, poster sur Instagram, etc., faire le beau avec. Bah voilà, il y a tout un long travail derrière, une chaîne comme ça de travail. Et à la fin, on arrive à avoir ça. Qu'est-ce que je vais rajouter sur cette partie avant de passer à la suite? Je vais rapidement... Ah oui, alors, juste sur le lithium, je rajoute ici, voilà. Ici, la chaîne rapidement pour vous dire que on part de la partie où on va commencer à creuser au niveau de mine, on va raffiner également comme le pétrole. Raffiner, c'est simplement
Pour parler simple, un système de tamis, hein, en Afrique, vous connaissez, il y a des mamans qui font des tamis comme ça, pour enlever parfois des grains de sable qui sont dans la farine ou des choses comme ça. Donc, c'est tamisé, ouais, on tamise. Et puis après, il faut de la production de cathodes, et après, on crée les cellules. Et tout ça, on va commencer à assembler. Donc, ce sont des lames, hein, ce sont des lames comme ça. Techniquement, c'est pas besoin d'aller techniquement, mais en gros, on joue avec le fait qu'il y a des atomes qui libèrent des électrons, et donc on joue avec eux et on fait circuler l'électricité, et c'est ça qui fait fonctionner la batterie. Mais c'est pas besoin d'aller dans les détails techniques, on aura l'occasion de revenir dessus s'il y en a qui sont curieux scientifiquement, etc. Mais vous pouvez. Et donc c'est tout ça qui finit par la suite en tant que batterie vraiment formée chez les OEM, donc ceux qui produisent les parts des voitures, hein, l'industrie qui produit des parts de voitures, etc. Donc là, j'ai pris une petite imagerie de chez Volkswagen qui montre très bien cela. Donc aujourd'hui, rapidement, en cas du lithium, et là, ça permettra aussi de faire une petite précision. Voilà les grands producteurs aujourd'hui. On a l'Australie qui produit énormément. On a Chili, on a la Chine, bien évidemment, l'Argentine, le Zimbabwe, le Portugal, le Brésil, le Namibie, les États-Unis. Alors, quand vous voyez ça, pardon, il y en a qui vont être un peu étonnés, être un peu surpris en disant « mais alors le Congo, puisqu'on en parle souvent, on en parle un peu partout, etc. » Et bien là, ça va venir d'un petit abus de langage qu'il faut parfois préciser, qui se trouve ici. La différence entre les ressources naturelles et les réserves de matières premières, c'est deux choses qu'il faut parfois préciser. Les ressources, c'est une approche assez globale où on évalue, où on présume globalement. On présume l'existence parce qu'on a une connaissance vague de la géographie des différentes croûtes terrestres, et donc on présume globalement que dans tel endroit, vu la formation géologique, etc., machin et tout, il y a de fortes chances, on présume qu'il y a une grande quantité, machin. Et là, on est au niveau des ressources. Mais derrière, il faut que ces ressources soient un peu approchées par une première étude qui va les indiquer qu'effectivement, ici, comme on a présumé, il y a effectivement la matière dont on parle. Après, il faut passer à l'étape d'après pour aller maintenant mesurer par des échantillons dans un premier temps l'existence et la teneur de ça. Et à partir de là, maintenant, on passe en mode réserve quand on va faire l'étude de faisabilité qui va dire que effectivement, il y a telle quantité de machin, et dans ces conditions-là, une exploitation comment dire, une exploitation est rentable et viable, et là, on va être maintenant dans le cadre de réserve. Parce que là, on est vraiment dans... Donc, en gros, les réserves, c'est un petit ensemble qui est inclus dans le grand ensemble, si vous voulez, des ressources naturelles présumées, etc., etc. Donc, c'est une chaîne comme ça d'inclusion, comme en mathématiques, hein, quand on fait les différents ensembles, l'ensemble des entiers naturels, inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, et puis inclus dans l'ensemble, etc., rationnel, machin, etc. On pousse jusqu'au bout. Et ben voilà, on a cette relation-là au niveau des ressources et des réserves. Donc, avoir des grandes ressources ne veut pas dire qu'on a forcément des grandes réserves. Hein, vous voyez, on peut avoir des grandes ressources simplement parce qu'on est sur un territoire étendu et la formation géologique indique que sur cet territoire étendu, on a la présence de tel élément. Mais par la suite, il faut aller de plus près voir la densité de cet élément-là sur des zones bien concentrées, et c'est cette concentration qui va rendre la zone exploitable et rentable, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment parler de réserves. Hein, vous voyez, et donc c'est pour ça que là, quand vous êtes ici, vous êtes sur des cas où on a fait les études, on est précis, on est déjà convaincu qu'on a vraiment ces réserves et qu'à tout moment, on continue à les exploiter. Et puis là, quand on vient dans le cadre du Congo, bien évidemment,
là, vous voyez les abus de langage, et c'est pour ça que j'ai mis entre crochets, c'est que dans la presse, vous allez lire, ou bien dans les journaleux comme ça qui ne creusent pas des sujets techniques, ils vont vous balancer comme ça les plus grandes réserves de lithium, etc. Mais oui, mais quand on précise un peu, c'est qu'aujourd'hui, par exemple au Congo, certes, on a cette première, on présume qu'il y a les plus grandes réserves, machin, etc. Et puis par la suite, il y a des études de faisabilité qui, dans un premier temps, vont se restreindre à un endroit précis où il y a une forte concentration. Et c'est à partir de là qu'on va évaluer les réserves directes dans un premier temps. Et aujourd'hui, dans le cadre du Congo, on a sur la zone de Manono, donc on est là près de Lubumbashi, etc., donc au Katanga, hein, si ma mémoire est bonne, toute cette zone qui a toujours été très riche en tout un tas de matières de minerais, etc. On est dans cette zone-là et aujourd'hui, il y a la société et là aussi, quand on parle de transformer, il y a un premier souci déjà, il y a la société Datcom Mining SA qui est détenue à 75% par AVZ Minerals, qui sont des Australiens. Et donc déjà là, on va dire qu'en gros, les Congolais n'ont pas vraiment un contrôle là-dessus pour la suite. Et pourtant, à un moment donné, ils ont émis, les Congolais avaient émis des grandes ambitions sur l'idée de vraiment faire du Congo un vrai leader dans la question de la fabrication des batteries, etc. Donc vous voyez que déjà là, en cédant, en donnant l'exploitation à Datcom Mining, qui est détenu à 75%, après, au conseil d'administration, on n'a plus grand-chose à dire. On ne fait pas le poids, à mon avis. Ça va être un peu compliqué. Donc, le capital initial injecté, c'était 545 millions. Donc, vous voyez que finalement, pour des choses qui ont de très grande importance de ce type-là, quand on entend parfois parler des réseaux sociaux ces derniers jours, chez certains youtubeurs, apparemment qu'il y a des Africains qui ont mis de l'argent fou dans des histoires de, je sais pas quoi, liées mal, etc. Et on voit que là, une exploitation comme ça demande 545 millions. Donc finalement, on se dit, si les gens étaient organisés, c'est pas une question de sous, si les gens étaient organisés, ils auraient pu injecter de telles sommes et après, ils peuvent arrêter de parler, de dire que c'est une société étrangère qui vient exploiter, je sais pas quoi, machin. Eh ben oui, c'est ça. Ça dépend de l'organisation. Il faut des compétences, il faut le sérieux qui va avec et on met l'argent sur la table et à ce moment-là, oui, il peut y avoir des fonds d'investissement où les gens peuvent cotiser et injecter de l'argent dans de telles choses qui sont des produits qui sont stratégiques puisque demain, la planète va vouloir rouler avec des batteries et non seulement des batteries de voitures, mais ça touche également d'autres types de batteries. Toutes les formes de batteries qu'on voudra assez performantes et assez compactes, etc., va de plus en plus essayer d'exploiter la technologie à base de lithium. Donc, vous voyez qu'il y a des choses peut-être à faire avec aussi ceux qui mettent leur argent dans tout et n'importe quoi. Et donc, la capacité, rapidement, on est à une capacité de 700 000 tonnes, donc de concentré de spodumène, plus des tonnes de sulfate de lithium, etc., primaire, etc. Et tout ça peut aller sur 20 ans d'exploitation. Et puis, vous voyez que les Chinois sont déjà positionnés. Hein, ils ont eu des accords déjà avec AVZ pour récupérer tout le stock, hein, une bonne partie en tout cas. Donc, moi, je ne vois pas quel travail de transformation peut être fait, par exemple, dans ce cas d'exemple. Hein. Et donc là, c'est des cas précis qui vous montrent la situation et d'où la nécessité de transformer si on veut être sérieux à un moment donné, si on veut participer pour parler à la jeune pour participer dans le game des batteries ou des voitures électriques demain, il faut commencer petit. Il faut démarrer par profiter de ça pour commencer à dire si on peut démarrer des écoles,
de chimie qui vont explorer les questions de batterie, de demain, de machin, etc. On commence à faire quelques prototypes de batteries de lithium sur place, on commence à développer les choses. Oui, il faut démarrer. Ça peut être une initiative privée, quelqu'un qui a de l'argent. Déjà, il y a des richissimes, hein, il y a des grands il y a des grands patrons congolais qu'on entend partout dans les chansons. On leur fait des ataloku, etc. Donc, ce n'est pas les sous, parfois, qui manquent aussi. Et donc, on peut démarrer des choses comme ça qui, petit à petit, vu que la matière première est sur place, va permettre aux gens de commencer à se professionnaliser, gagner en compétences dans ces domaines-là. Vous voyez. Donc là, deux exemples, le pétrole, le lithium, pour vous montrer que le pétrole, énergie vraiment géopolitique, très important, qui gère à peu près 80% du transport dans le monde, et le lithium qui est le produit de demain. Alors ici, je vous montre rapidement, pour clore le débat là-dessus, et après on va passer à notre échange puisqu'on est à 1 heure. Donc le lithium, vous avez la demande. La croissance ici pour les batteries, ça n'arrête pas d'augmenter, ça augmente de 24% depuis quelques années, et ça continue, ça continue. Donc tout ce que vous voyez en bleu qui progresse comme ça de manière exponentielle, c'est la demande, hein, c'est la demande de lithium pour la partie batterie, etc., etc. Et puis il y a d'autres usages hein, de lithium, ça ne s'arrête pas qu'à la batterie, mais ce qui progresse de manière exponentielle, c'est ça. Alors si demain on doit remplacer une très grande, tout le parc automobile par des nouvelles voitures qui vont sortir que en lithium, que des voitures électriques, vous avez là un produit hautement stratégique, mais il ne faut pas louper le coche, c'est-à-dire qu'il faut mettre le pied dans le game et essayer, même avec ces petits moyens, d'être au fait des choses, plutôt que de louper ça. Et si on loupe ça, on laisse passer une énergie, on ne développe pas de compétences dedans, etc., etc. Et demain, on est largué totalement et on se retrouvera à importer simplement des voitures électriques totalement construite ailleurs, etc., etc. Voilà, donc des exemples très simples. Je mets ici à côté les leaders du marché, donc les entreprises qui exploitent et qui font le raffinage, etc., le plus. On a les Américains, il y en a deux. On a deux Chinois également qui sont les leaders. Là, je prends les 5 premiers, et puis on a un Chilien. Voilà. Donc, les Chinois, eux, ils ont réussi à faire leur truc. Les Chiliens ont réussi également. Et donc, si la Chili réussit à faire son truc, je ne vois pas pourquoi le Congo ne peut pas également faire cet effort-là. Voilà. Donc, c'est pour vous brosser rapidement avec deux cas d'exemple. Je suis allé rapidement, même si j'ai pris 1 heure, pour vous montrer simplement aujourd'hui de manière assez concrète deux exemples autour desquels on va parler de la question de la transformation. Donc, pourquoi l'Afrique ne transforme pas ou pas assez et comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Voilà, donc merci pour votre attention. La présentation est finie. Si Afrophilo est disponible, il pourra me rejoindre, peut-être s'il a besoin de faire quelques commentaires là-dessus, sur les parties que j'ai survolées très rapidement, pour les questions de temps. Et puis, le panel sera ouvert pour qu'on puisse échanger. Voilà.